Le premier sujet à l'ordre du jour. Deuxième sujet, nous parlerons donc de l'expulsion des Camerounais de la Guinée équatoriale. Pourquoi ça perdure? Pas plus, il y a cela quelques jours encore, nous avons vécu les tensions entre les commerçants camerounais et guinéens qui ont atteint un nouveau pic ce 22 avril 22 avril, entraînant donc des expulsions massives, environ pas moins de 500 Camerounais. Comment comprendre, n'est-ce pas, ce phénomène, cet autre phénomène entre la Guinée équatoriale et le Cameroun? Mesdames, Messieurs, nous allons jeter un regard. Pour en parler dans cette émission, nous avons nos panélistes qui sont déjà bien installés. Tout d'abord, nous allons accueillir Léonide Foum. Bonsoir et bienvenue. Merci Charles Apollinaire Ongba de me faire l'amitié de m'inviter une fois de plus sur ton prestigieux plateau. Les thèmes sont dits et des plus alléchants. Je crois que les Camerounais et le monde entier, toutes ces personnes ont besoin d'en savoir davantage concernant ces thématiques. Donc, je salue les vaillantes et laborieuses populations de la région du Sud, mais particulièrement encore du village Ngong et Missem, à 12 km à vol d'oiseau, partant d'Ebolova sur la route Ebolova-Kribi, par Acom 2. Et je les salue particulièrement. Je salue les Camerounais et les téléspectateurs qui nous prennent en écoute et merci une fois de plus de l'invitation. Merci, je rappelle que vous êtes homme politique, vous êtes également enseignant et en ce qui concerne la politique, vous êtes de l'UNDP. Effectivement. Merci d'avoir accepté l'invitation. En face de vous, nous aurons Monsieur Messi qui est déjà bien installé. Bienvenue. Merci de m'accueillir, chef Apollinaire. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir aux copanélistes, aux frères que je retrouve ici avec beaucoup de bonheur. Je dis bonsoir à ceux qui nous regardent. Ok. Je crois que nous allons passer des moments ensemble. Vous voulez toujours parler, alors que je salue encore les gens. Alors, salut les gens. Mes amitiés à ceux qui nous regardent, là, comme vous l'avez dit, je suis là pour porter la voix du grand parti, le grand R. Le grand R, le RDPC. Émile Messi, chef traditionnel, désormais Sa Majesté, et comme vous-même vous l'avez dit, militant du RDPC, communicant également. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et également sur ce plateau, Emmanuel Benoun, qui, n'est-ce pas, est en train de s'installer, mais déjà, Aimé Césaire Dambo, bienvenue. Merci Charles Apollinaire. C'est un plaisir. Il est énorme, il est immense. Je pense que ça fait 5 à 4 ans que nous avons partagé un plateau ensemble. Surtout, vous m'aviez convié ce jour-là. Je suis content parce que, dit-on souvent, le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours laisser autant le temps faire son temps. Donc du coup, Dieu avait donc prévu que c'est ce 24 avec de l'an des gars 2025 que nous devions encore nous retrouver. Je salue donc tous les téléregardeurs, je fais un salam aux co-discutants. Je ne vais pas certainement oublier celui qui préside aux destinées de cette chaîne majestueuse qui monte et monte encore en puissance, parce que voyez-vous, s'il n'avait pas consenti tous ces efforts, nous n'aurions pas été, nous n'aurions pas eu la possibilité d'être des vôtres cet après-midi. Vous permettrez également que je salue le jury-consulte Ramani Yé, qui porte le projet du collectif Droit pour le peuple, dont je porte fièrement la casquette du communicant. Ok, merci d'être là ce soir, monsieur Dambo. Je rappelle, vous êtes journaliste et comme vous l'avez souligné, membre du collectif Droit pour le peuple. Également, il est déjà bien installé. Christophe Noël Kaljop, bienvenue. Oui, merci Prince de m'avoir invité. Et je voudrais dire bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent. Un bonjour particulier à Dr Ngara Wilfried qui est enseignant à l'INSAI de Ngaoundéré. L'INSAI, c'est l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles. Bonjour à mes co-panélistes et bonjour
particulier au PDG de cette chaîne qui ne fait que grandir. Merci d'être là. Je rappelle, vous êtes enseignant et également chercheur. Ok, merci à tous. J'espère nous allons accueillir d'un moment à l'autre Emmanuel Benoun de l'UDC. Mais pour l'instant, mesdames, messieurs, nous allons prendre cette transition et tout de suite, nous allons nous lancer dans le premier sujet à débattre, donc en ce qui concerne ces enfants de la rue, un phénomène qui est quand même inquiétant. Voilà, retour sur ce plateau pour donc parler de ce phénomène des enfants de la rue. Alors tout cela qui passe au niveau de la poste centrale par exemple, ou alors d'autres coins de la ville de Yaoundé et à Douala et même d'autres coins du pays, nous avons donc affaire à ces enfants de la rue. D'où sortent-ils? Pourquoi sont-ils dans nos rues et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, puisque vous êtes collectif de droit pour le peuple, certainement vous vous intéressez également à ce phénomène des enfants de la rue, raison pour laquelle je vous ai invité sur ce plateau. Alors, comment comprendre l'existence, n'est-ce pas, de ces enfants de la rue, malgré les efforts fournis par le gouvernement? Je voudrais tout d'ego dire, je suis très proche de ces enfants, tout simplement parce que la volonté manifeste du communicant, du journaliste que je suis, m'impose l'investigation. Et j'ai pu vous rassurer ici que les enfants, il y a les enfants de la rue et dans la rue. Je vais préférer parler de ceux qui sont dans la rue, parce qu'au quotidien, ils ont même un président. Vous me permettez de citer son nom ici, M. Kontchou Honoré, qui est le président des Nangaboko, il faut le dire ainsi, M. Apollinaire Ongwa. Vous dites bien que l'État fait des pieds et des mains. Je pense que dire que ce n'est pas vrai, ne serait pas une insulte. Parce que, voyez-vous, nous nous souvenons encore à l'époque de l'histoire de Bétamba, où on pouvait ramasser ses enfants pour une réinsertion, mais que depuis là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, moi, je ne peux pas certainement donner quelques points au gouvernement pour avoir fait un travail. Bah, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et vous vous demandez d'où sortent ces enfants. Je vais vous dire ici, ils viennent d'horizons divers. Et la plupart empruntent des trains. Quelquefois, je ne sais pas s'ils le payent ou bien. Puisque lorsque vous les voyez, la plupart viennent du Grand Nord. Voilà donc le coin le plus... En tout cas, voilà la zone vers laquelle le grand nombre arrive à Yaoundé. Et du coup, ceux qui les rejoignent sont dans la logique de ce que, plus le temps passe, beaucoup de personnes nous font savoir que les devoirs n'existent plus, ce ne sont que des droits. Vous allez vous rendre compte à l'évidence qu'un enfant est dans la rue et vous dit carrément que on me donne assez de travail à la maison, je suis déjà fatigué de travailler, alors que les autres s'enjaillent, moi aussi également je vais m'enjailler. Et voilà le motif pour lequel il est dans la rue, tout simplement. Donc il y a donc cette logique des stupéfiants, l'enfant qui est entraîné par un camarade X ou bien Y, il prend goût, il ne peut plus rentrer à la maison. Donc voilà quelques pistes qui ramènent les enfants dans la rue. Voilà quelques pistes. Au-delà de ça, je voudrais donc ajouter qu'il y a certainement ce fléau où des personnes, surtout venues du Septentrion, parce que là, quand vous arrivez à la poste centrale, avec, je dis d'abord paix à l'âme de ce brillant chauffeur qui est passé de vie à trépas, tout simplement parce qu'il voulait réclamer son droit. Voyez-vous, dans un pays où on dit qu'on doit réclamer son droit, le droit est bafoué. Donc, je ne peux pas me reposer la parole. J'ai donné quelques pistes de comment ces gens se retrouvent à Yaoundé. Émile Messi, les enfants de la rue, c'est un phénomène, on pourrait dire même grandissant. Pourquoi retrouver toujours ces enfants dans nos rues? Pourtant, nous avons les ministères, par exemple le ministère des Affaires sociales et bien d'autres. Non,
Vous faites bien de poser le problème. C'est des phénomènes. C'est un phénomène social. Il a esquissé quelques pistes de compréhension. Pourquoi ces enfants se retrouvent dans la rue? Je dirais, quel que soit ce qu'on pourrait faire, les raisons sont multiples. La délinquance est là. Les pickpockets, ces enfants qui échappent à leurs parents, bon, d'aucuns n'en ont même pas. En l'absence de cet encadrement aussi, peuvent se retrouver dans la rue et exposés à toutes les intempéries. Il y a également des situations où le phénomène devient un peu comme culturel. Parce qu'on a souvent vu ces petits enfants-là qui traînent avec des petites assiettes là, demandant l'argent de gauche à droite, et encadrés à distance par les parents. Dès qu'ils récoltent une certaine somme, il va donner aux parents. Ça devient comme une petite exploitation des enfants, qu'on pousse vers la route pour faire la mendicité et pouvoir récolter des sous à la famille. Ça aussi c'est vrai. Quelle que soit l'explication qu'on en donne, c'est que ces enfants sont exposés de par les droits de l'homme, les droits de l'enfant. Les enfants ne doivent pas être là. Pour ces raisons-là, les enfants ont besoin, ont droit même à une éducation de qualité pour grandir et devenir des hommes adultes et responsables, utiles à la nation. Or, quand vous voyez ces enfants-là, c'est pratiquement des enfants perdus. Vous évoquez le rôle des affaires sociales, le ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des orphelinats. Il a parlé de Bitamba, il a parlé. Je crois que le phénomène doit être pris au sérieux. Si c'est des cas de délinquance, c'est-à-dire ils ont fui leur famille, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il faut bien identifier. Si c'est des parents qui sont eux-mêmes derrière ces enfants-là pour, comme je l'ai dit, essayer d'avoir un peu de sous pour vivre. Puisque nous voyons certains qui sont les parents qui sont assis voilà, tout juste à côté, mais des enfants vous qui... comprenez donc avant que le ministère des Affaires intervienne efficacement, il va falloir donc catégoriser chaque cas et voir des mesures appropriées par rapport à ces cas-là. Parce que si on prend, on généralise, je crois que les mesures peuvent ne pas être efficaces. Même les affaires sociales peuvent ne pas résoudre efficacement le problème. Donc, essayons de voir les sociologues et des enquêtes cas par cas et des mesures appropriées devraient être prises au niveau institutionnel, au niveau des ONG, au niveau des hommes de bonne volonté, et ainsi de suite. Parce que c'est des enfants, comme je l'ai dit au début, qui méritent une attention particulière et surtout d'un bon encadrement pour être plus tard utile à la société. Le RUFOUM, Monsieur Messi, présente là la situation. Mais quand même, on se pose la question, comment est-ce qu'ils arrivent? Comment est-ce que ces enfants arrivent, même si Aimé Césaire nous a dit beaucoup viennent du Septentrion ou alors des familles démunies, mais comment est-ce que ces enfants arrivent dans la rue et restent pendant des mois, voire même des années? Oui, le problème que vous posez est important et doit appeler à des réponses davantage fines. C'est vrai que beaucoup de jeunes du Septentrion se retrouvent dans nos rues, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Mais il faut aller au fond pour essayer d'analyser le phénomène et le comprendre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette spécificité que nous vivons au Cameroun, d'autres sociétés avant nous l'ont vécu, cette spécificité-là. Et en Occident, justement, à l'ère pratiquement pré-industrielle, le problème des enfants de la rue s'est posé. Parce que vous savez, avant la grande révolution, la révolution française de 1759, si je ne m'abuse, 1789, oui, si je ne m'abuse, l'école était réservée à une certaine élite dans les pays européens et les enfants de ces grands-là avaient des précepteurs.
Mais lorsque la société s'est démocratisée et les droits de l'homme ont été institués, ces humanistes ont écrit des chartes pour dire que tout homme, pour pouvoir s'insérer dans la société et être possesseur de la qualité de citoyen, a besoin d'une socialisation. Et l'instance de socialisation, c'était l'école. Donc, il fallait universaliser l'école, c'est-à-dire de permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à l'école. Certains réfractaires à cette époque avaient dit, mais c'est des enfants qu'on ne peut pas changer. Ils sont habités par le diable, en réalité. Mais il y a eu les travaux d'une très grande psychopédagogue, en l'occurrence Françoise Dolto, qui a commencé à éduquer ses enfants et qui s'est rendu compte du trésor qu'il y avait en ses enfants. Donc, adoubant ainsi les thèses des Rousseau qui ont voulu que l'éducation soit universelle et accordée à tout enfant. Et donc, dans ces pays, on a décidé de la gratuité et de l'obligation faite à chaque enfant, jusqu'au moins l'âge de 16 ans. Chez eux, quand on dit 16 ans, c'est que tu as au moins le bac, d'aller à l'école à la charge de l'État. Et c'est ce que nous n'avons pas encore réussi à faire dans notre pays. Maintenant, les causes socio-anthropologiques. Moi qui suis né de la zone de la forêt, vous me permettez, je vais brosser ça en une minute. Moi qui suis né dans la zone de la forêt, vous savez, quand une jeune fille arrivait à faire un enfant, avant qu'elle n'aille en mariage, c'était un enfant qui était célébré. Et c'est le parent, ou bien si vous préférez, la famille de la fille, parce que vous savez, on sort des zones de forêt où les densités de peuplement étaient des plus insignifiantes. Même à l'heure actuelle, hein, on est à peine 10 habitants au kilomètre carré. Lorsqu'à l'extrême nord, par exemple, on en est à 200, voire un peu plus au kilomètre carré. Vous comprenez donc. L'enfant, ici, dans nos coutumes, quand une jeune fille, avant d'aller en mariage, faisait un enfant, il était célébré et protégé par sa famille maternelle. Donc, on l'a vu. Mais vous savez, avec le naufrage économique que le pays a connu, ce n'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, un enfant, ça coûte cher. Et beaucoup de parents qui ont perdu ces habitudes traditionnelles se retrouvent en train de leur reprocher à leur fille de faire des enfants à la maison. Et avec l'abandon qui va avec, à telle enseigne que même dans nos latitudes, on retrouve les enfants à la rue. Mais à Londres, plus spécifiquement au nord, et je chute par là, j'ai vécu 10 ans à l'extrême nord et il est très mal là-bas, dans les coutumes islamo-peuls, de faire un enfant hors du mariage, hors mariage. Et généralement, ce sont ces enfants-là qui sont abandonnés, jetés dans la rue par leur famille et qui se retrouvent en train de traverser la nation tout entière en quête de bonheur. Donc, j'ai dit, et je finis, que c'est la République seule qui peut nous réunir relativement à cette problématique. C'est l'État qui a le devoir et qui a signé toutes les chartes en vue de la protection et de l'affirmation de l'enfant et de l'homme camerounais. Donc c'est l'État qui doit éduquer. Et moi, je continue à dire que l'État doit éduquer jusqu'à au moins 16 ans et gratuitement. Et que cette éducation soit obligatoire. Okay. Et sinon, nous allons continuer à voir les enfants dans la rue et qui seront un poids pour notre société. Merci à vous, Monsieur Mfoum. Monsieur Kaljop, il y a quand même des efforts qui ont été fournis dans le passé. Un temps, nous n'avions plus, n'est-ce pas, ces enfants de la rue. Il y en a ceux qui sont rentrés, on a même ramené certains, même jusqu'au Tchad. Mais subitement, ils réapparaissent et peut-être encore un peu plus nombreux qu'avant. Qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, je voulais qu'on essaie de redéfinir cette notion d'enfant de la rue. Parce que dans le jargon humanitaire, on ne parle pas d'enfants de la rue, on parle d'enfants abandonnés dans la rue. Parce qu'on se dit quand même que la rue ne fabrique pas les enfants, parce que les enfants ne peuvent pas être des enfants de la rue. Donc, ce sont les enfants qui... Cela englobe certainement les deux... Face que présentait, n'est-ce pas, monsieur Aimé Césaire tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire il y a les enfants
abandonnés dans la rue. Il y a des enfants qui vivent dans la rue, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, lorsqu'on parle de... Ils ont choisi la rue. Oui, lorsqu'on parle... abandonnés dans la rue, c'est-à-dire qu'on les a mis dans la rue et on les a laissés là. Quand on n'a pas l'âge, on le choisit. Quand on n'a pas l'âge, on nous fait savoir qu'ils font des déplacements à des centaines de kilomètres. Tout à fait. Est-ce qu'on peut qu'ils sont abandonnés dans pays étrangers? Parce qu'ils sont abandonnés. Je peux faire... C'est mon temps de parole. Permettons à M. Kadion, allez-y. Je peux faire qu'on puisse être dans le jargon des droits humanitaires et appeler ces enfants les enfants abandonnés dans la rue. Et vous savez, en janvier 1993, le Cameroun a ratifié une convention sur la protection des droits des enfants. Mais si nous rentrons dans le contexte, et si nous voulons répondre à cette question des solutions, pourquoi cette explosion d'enfants de la rue, pourquoi cette réapparition? Il y a beaucoup de facteurs. Déjà, ce qui cause ce boom même démographique d'enfants de la rue, c'est aussi la pauvreté. Je vois un peu, beaucoup sont dans la précarité. Et Monsieur Messi a parlé il a parlé d'une sorte de business, parce qu'il faut identifier les enfants qui ont vraiment besoin de l'État et ceux qui se sont engagés dans cette exploitation. Mais toujours est-il que dans cette même convention, on définit un enfant comme cet être moral qui est vulnérable, qui a moins de 18 ans. Donc, à partir de l'instant où vous avez moins de 18 ans, vous devez avoir un encadrement qui est particulier, parce que même, si vous arrivez dans l'ODD4, le registre de développement durable local, on parle de cette éducation, l'égalité dans l'éducation. Donc, pour moi, je peux préciser que l'augmentation des enfants de la rue n'est pas seulement due, parce qu'il ne faut pas seulement parler de septentrion. Lorsque vous approchez ces enfants, vous allez voir qu'il y a même ceux qui ne sont pas camerounais. Il y a ceux qui viennent des pays, parce que quand on ne voyait pas quelqu'un avec une certaine peau, moi j'ai vécu, j'ai fait 10 ans en Gaoundé, à l'université de Gaoundé, je connais faire la distinction entre un enfant du Nord et un enfant des pays qui sont proches du Cameroun. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas camerounais, qui sont confondus dans la masse que vous pouvez appeler du Nord. Donc, je pense que cette boom démographique avec la Centrafrique et la guerre en Centrafrique aussi a mené le Tchad ailleurs. Mais il y a un travail qui a été fait. Entre-temps, on a pris ces enfants, on les a ramenés dans leur famille. Mais entre-temps, en quelques mois, nous avons, n'est-ce pas, la réapparition, n'est-ce pas, de ces enfants, certains même qu'on avait ramenés peut-être à Garoua, à Maroua. Vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, on appelle ça comment, les ONG, les orphelinats, on vous dit que chaque enfant a une histoire. Quand vous arrivez, on vous dit que tel enfant s'appelle tel, il a été abandonné comme ça. On vous donne l'historique de l'enfant. Mais il y a certains enfants qui sont soumis, comme le grand frère Messi a dit, à un certain business. Vous avez... Pourquoi ces enfants choisissent toujours la poste centrale? Parce que c'est un endroit où il y a des hommes qui peuvent les aider. Il y a d'autres qui prennent même le véhicule, comme s'ils allaient au travail. Donc il faut qu'on essaie d'identifier, de faire cette différence entre les enfants qui ont besoin d'aide et les enfants qui sont soumis à des pratiques malsaines, qui sont soumis à une société de mendicité, d'exploitation des enfants, parce que l'exploitation des enfants est une conséquence. Moi, je ne voulais pas ancrer, parce que quand on parle des conséquences, je voulais seulement arriver dans les causes, pour dire que la pauvreté, manque d'éducation, et aussi depuis de la famille, il y a les enfants qui ont fui d'eux-mêmes, de leur famille. Donc d'autres ont eu une mauvaise information. Lorsque vous vous approchez d'un enfant, vous dites que on m'avait dit qu'à Yaoundé, on partage le pain gratuitement. Et je suis ancré dans le crème, comme il a dit. Il y a certains qui ont suivi ça comme ça, qu'à Yaoundé, on donne à manger gratuitement. Ils sont arrivés ici. Merci à vous. Monsieur Benou, bienvenue. Merci. Ça a pris du temps, hein, votre maquillage. Vous savez, je viens de soir pour d'abord intégrer ce fait de traverser toute la ville, c'est pas facile. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à la pause centrale pour trouver un véhicule. C'est pas pourquoi il y a une inflation de la population de ce côté-là qui attendent les taxis.
Y compris les enfants de la rue. Alors, nous parlons qu'ils ont les moyens de prendre le de taxi. passage, vous avez certainement aperçu ces enfants de la rue qui sont là, ils sont là matin, midi, soir, dans la nuit. Alors, le phénomène, il perdure et il inquiète. Nous nous interrogeons comment est-ce que ces enfants se retrouvent dans la rue. Écoutez, nous sommes dans une société organisée où il y a un gouvernement et une population. Le rôle du gouvernement, c'est d'encadrer les populations, toutes les populations, y compris les enfants de la rue. J'ai remarqué qu'au Cameroun, il y a... C'est un phénomène normal. Pas normal du tout. Il y a deux cancers qui rongent notre société sur le plan social. Il y a les enfants de la rue, il y a les malades mentaux. Alors, vous voyez, ces gens nous agressent parce que, voyez-vous, quand j'ai ma petite fille de 8 ans qui rencontre un homme qui se balade en tenue d'Adam, c'est comme si c'est moi-même qu'elle a vu. Et il n'y a aucune protection pour la pudeur. Donc, je pense qu'il y a ce problème des malades mentaux et ce problème des enfants de la rue. Maintenant, vous dites les causes. J'ai entendu ce que mes copanélistes ont dit, mais à la base, il y a d'abord la politique du gouvernement. Si on pose la question maintenant au Cameroun, combien sommes-nous? Combien sont même ces enfants de la rue? On ne peut pas nous répondre à cette question parce que le dernier recensement date de 2005. Et vous savez que le recensement, c'est la boussole qui aide le gouvernement pour les politiques publiques. Vous ne pouvez pas implémenter des bonnes politiques si vous ne savez pas le nombre, n'est-ce pas, de la population et leurs besoins. Donc, j'ai suivi un reportage hier dans une chaîne de télévision concurrente où j'ai vu un enfant qui habiterait du côté de, je crois que c'était, pas habiterait, il a fait une paillote là, où il a dit ses deux parents sont morts en Gaoundéré, et même son grand frère qui était censé lui payer la scolarité, lui aussi il est décédé. Il n'avait plus d'autre alternative que de sauter sur le train et de venir à Yaoundé. On lui a demandé comment il s'en sort. Il a dit qu'il vit dans les poubelles, il ramasse des choses, il essaye de vendre pour s'en sortir. Et que c'est un milieu qui est très dangereux, parce qu'il y a des prédateurs de toutes sortes qui viennent les agresser. Donc moi je dis, le gouvernement devrait adresser sérieusement ce problème. Quand on voit le ministère des Affaires sociales avec un budget de 4 milliards, vous pensez qu'on peut véritablement adresser ces problèmes avec un budget aussi insignifiant? Parce qu'il faut encadrer les malades mentaux et les enfants de la rue et tous les autres strates de la société comme les personnes avec handicap. Donc je pense que si le gouvernement avait la volonté, il pouvait bien adresser ce problème. Parce que j'ai vu... Le gouvernement avait la volonté. S'il avait la volonté. Mais moi, je vous avez suivi quand même tout à l'heure, je posais la question à quelqu'un, comment est-ce que, puisque nous avons quand même vu les efforts de ce gouvernement-là, nettoyer ces villes-là, ramener ces enfants dans leur famille d'origine, mais quelque temps après, nous revoyons ces enfants. Est-ce véritablement ou totalement la faute de ce gouvernement? Pas totalement la faute de quoi. J'ai dit que c'est un problème multidimensionnel qui a des causes aussi diverses. Mais principalement, il y a le gouvernement. Vous voyez, quand il y avait la CAN ici, il y a quelques années, le gouvernement a ramassé tous les malades mentaux. Il les a mis dans un coin là, à l'hôpital Jamou, on appelle, je ne sais pas, où la paix, ou la charité, ça a un nom là. Ils sont là-bas, ils sont entretenus. Ça veut dire donc, si on veut, on peut bien s'occuper de ce problème. Ça, on le faisait parce qu'il y a la CAN. On doit quand même adresser les problèmes parce que nous, la population, qui payons les impôts et qui payons grassement ce gouvernement, devons avoir un environnement sain. Et même les touristes qui viennent visiter notre pays, vous voyez, quand vous entrez à Yaoundé, vous êtes à la poste centrale, vous êtes assailli par les enfants de la rue. Ça ne vous donne pas envie de revenir visiter ce pays-là. Donc, il y a ce problème du côté du gouvernement avec des politiques qui adressent ce problème. Il y a le problème des familles.
Je me souviens d'un président français qui était au Niger il y a quelques années et qui a dit que quel que soit le politique qu'un gouvernement peut implémenter, quand une femme accouche, chaque femme accouche 8 enfants. Quel que soit l'argent que vous mettez, vous ne pouvez pas accélérer le développement. Parce que vous avez tellement de bouches à nourrir. Et en partie, je ne suis pas... C'est l'une des richesses africaines. Oui. On savait que lorsque, pour être un homme riche, vous êtes considéré grand homme. Dans votre village, lorsque vous avez 2, 3, 4 femmes, je parle sous l'autorité de Sa Majesté, hein, et que vous avez une grande famille, et parfois vous avez 50, 100 enfants, et ça vous faisait peut-être des hectares à cultiver, et là on vous considérait comme grand homme. Tout à fait. Vraiment, le contexte, faut pas transporter. Ça a changé? Faut pas transporter le contexte il y a 50 ans, que c'est le même aujourd'hui. Même la polygamie, qui était à l'époque où le patron avait son harem avec ses dizaines de femmes autour de lui. Aujourd'hui, quand quelqu'un est polygame, parfois la femme habite à Ifulani ici et l'autre est chez nous à Soa, parce qu'il ne faut même pas qu'elles soient ensemble. Or, c'était possible en ces temps-là avec des dizaines de femmes. Donc, vous comprenez que le contexte a complètement changé. Je ne suis pas antinataliste. Je crois que... Oui, avant qu'il ne chute, parce qu'il a fait le chuter. Il est tombé dans l'idéologie occidentale. Une fausse idéologie d'ailleurs, destinée à maintenir l'Afrique sous-développée. Le planning familial. Le planning familial. Tout le monde sait que la richesse des nations, c'est des hommes. C'est un principe. Et je vous fais remarquer qu'il n'y a aucun pays développé au monde qui n'a pas d'abord une bonne population. Vous voyez tous les pays développés. Les 3 pays développés au monde, c'est les 3 pays les plus peuplés. Aucun pays ne peut se développer sans une population. Mais on nous a fait miroiter qu'il faut limiter les naissances parce qu'il n'y a pas de ressources. Vous l'avez dit. C'est une fausse idéologie. Ok, merci bien. Vous êtes en train de chuter. Oui, c'est une fausse idéologie selon lui. Mais c'est ce même gouvernement, il y a quelques années, qui parlait de la parenté responsable. Je ne suis pas antinataliste, mais je dis il faut qu'on fasse des enfants qu'on peut encadrer. Ça ne sert à rien que vous fassiez des enfants qui vont mourir dans la Méditerranée ou bien au désert parce qu'ils n'ont pas été encadrés. On est bien d'accord pour qu'on ait une population, mais il faut pas que cette population se termine dans la rue comme nous déplorons en ce moment. Tout n'est pas ce que vous avez dit là, que parce que ce sont les parents qui envoient. Il y a des enfants, vous trouvez des enfants dont la mère est décédée, le père s'est remarié, et la nouvelle maîtresse de la maison ne veut pas de cet enfant. Certainement, nous aurons les solutions tout à l'heure. Nous aurons les solutions tout à l'heure avant de passer au deuxième tour de parole. Quelques réactions, beaucoup de réactions. Thomas Massok nous écrit Apollo, vous posez un problème d'éducation, culture et de bonnes mœurs qui a failli chez les parents considérés comme le garant sécuritaire. La responsabilité est d'abord individuelle avant que d'être collective. Les enfants manquant de contrôle et de suivi finiront dans la rue pour prospérer de manière perverse, à poser des actes ignobles, inciviques, immoraux pour finir de vie à trépas. Je n'oublie pas les paisibles citoyens qui en font les frais. N'oubliez pas, c'est aussi les parents de la rue avec progéniture pour une forme de mendicité. Thomas Massok. Autre réaction reçue. Bonsoir, le grand soir. Enfant de la rue, phénomène inquiétant, oui, mais une mauvaise gestion des affaires sociales. C'est vrai, dans nos familles, il y a des enfants délinquants. Il y a un centre pilote qui avait été créé pour dans l'arrondissement de Ntui, Bétamba. Au lieu de multiplier de pareils centres dans toutes les régions, malheureusement, il est resté à une certaine époque réservé essentiellement aux enfants des plus nantis. Jean-Paul, depuis Yaoundé, autre réaction reçue. Bonsoir le panel. Vraiment, Monsieur Messi, Monsieur Émile Messi,
Depuis que ces enfants sont là, c'est aujourd'hui que vous venez proposer les catégories pour leur prise en charge. On fait quoi depuis? Ils sont dans la rue depuis plus de 40 ans. Suivez mon regard, monsieur Mbarga. Et puis il continue en disant, abandonner ne veut pas dire forcément qu'on les y a amenés pour les laisser là. Abandonner peut aussi vouloir dire qu'ils sont arrivés d'eux-mêmes, mais abandonnés par nous qui sommes appelés à résoudre ce type de problème. Signez vos messages, je crois, monsieur Gabriel. Alors, mon cher ami Gabriel, il y en a également. Nous allons revenir à le temps pour nous de continuer. Alors, monsieur Aimé Césaire Ndambo, vous qui êtes au quotidien, proche, n'est-ce pas, de ces enfants, vous nous avez dit comment est-ce qu'ils arrivent, n'est-ce pas, dans la ville. Mais maintenant, comment vivent-ils leur prise en charge, véritablement? Pour avoir côtoyé ces enfants, je puis vous rassurer que je suis capable, dans toute la ville de Yaoundé, de vous dire où est-ce qu'ils sont et comment ils vivent. La drogue est la source des revenus de plusieurs. Je le dis, je dis bien, je peux vous conduire à tous les endroits où ces enfants, quelquefois lorsqu'ils ne sont pas au niveau de la poste, ils ont fait peut-être un petit retrait pour aller se reposer. Je voudrais vous dire que s'ils sont à 100%, il y a 90 qui ne vivent que de la drogue. Et ce qui est plus grave, monsieur Apollinaire, c'est que... Qui ne vivent que de la drogue. S'il vous plaît, nous devons comprendre. Je vous explique. Oui. Ceux qui n'ont pas la capacité de souffrir une dose normale, je veux parler du marijuana, il y a plusieurs types. Il y a d'autres... Marijuana, c'est quoi? Non, mais les drogues sont de plusieurs catégories. Il y a plusieurs noms. Je ne voudrais pas certainement faire l'apologie de ces choses-là ici. C'est pour cela que je vous dis, ceux qui n'ont rien se réfèrent à... Vous connaissez nos frères qui vendent ce truc-là qui nous permet de nous désintoxiquer. Ils cliquent là, quand vous venez, vous prenez la petite tasse à 25 francs. Le fond de ça sort du Nigeria, ce produit sort du Nigeria. Beaucoup ne savent pas que le fond de ça, quand vous voyez un petit, des enfants dans la rue, avec une bouteille en main, c'est ce produit-là. Lorsqu'on vous a mis une petite quantité, selon la force de votre poche, si vous avez donné 100 francs, on vous met une petite quantité dans une bouteille vide, parce que c'est du gaz. Vous aspirez à longueur de journée. Maintenant, ceux qui ont un peu d'argent, sauf le luxe maintenant d'avoir ce qu'on peut fumer, ce qu'on peut... je ne veux pas, j'ai peur de citer des noms ici. Donc, ceux qui... Vous voulez nous dire leur quotidien? Leur quotidien, comment ils vivent. Ils savent que si j'ai 1000 francs, je peux avoir 3 filons, ou 4 ou 5. Celui qui n'a rien se réfère à la colle ou bien le produit que je venais de citer. Et ceux les plus forts qui partent reprendre aux grossistes pour venir dans leur communauté. Parce que ceux qui ont un peu de moyens peuvent aller prendre et venir maintenant partager. Voilà comment ils vivent. Ils ne vivent pas d'autre chose. Et maintenant, ceux qui sont les plus rebelles, ils sont déjà grands. Ce sont eux qui vous arrachent les téléphones, même en pleine journée. Je ne vais pas vous dire ici que Ramani, dont j'ai cité le nom à l'entame de l'émission, un dimanche en plein 9h à la poste centrale, et se retrouve entouré, encerclé de quelques voyous, et ces téléphones sont piqués. Les conséquences, voilà, monsieur Messi, en plus de ce que venait de nous dire, n'est-ce pas, monsieur Ndambo, je vous rappeler que aujourd'hui, parce que c'est ça, j'ai changé, n'est-ce pas, ce sujet au milieu de la journée. Aujourd'hui, au niveau de la poste centrale, devant la cathédrale, en face, il y a une boulangerie là, il y a un monsieur, enfin, une dame qui descendait, n'est-ce pas, de la voiture, et un enfant de la rue est venu s'accaparer, je crois, de son matériau, de son sac ou son téléphone,
Et le monsieur, le taximan, a donc voulu protéger la dame, voulant récupérer le matériel ou alors le téléphone. Et puis, l'un des complices de ces enfants de la rue est arrivé et a jeté, n'est-ce pas, un produit, je ne sais pas lequel. Et le monsieur, il m'est tombé là et a rendu l'âme immédiatement. Les conséquences sont multiples. À ce niveau, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? À ce niveau, il faut, comme je l'ai dit à l'entame, même comme il y a un auditeur qui a fait savoir que on ne devrait pas donner des solutions parce que ça a trop duré. Oui, mais je pense qu'il dit que depuis 40 ans, c'est là. Mais je dis qu'il n'est jamais trop tard. C'est pour ça que vous convoquez ce genre d'émission pour pouvoir contribuer à trouver des solutions. Il faut une nouvelle politique? À ce genre... Non, il faut des réflexions. C'est cette réflexion que nous menons, chacun à sa manière. Oui. Pour dire que si nous sommes d'accord que ce soit les enfants de la rue, que ce soit les enfants abandonnés, que ce soit, c'est un phénomène social. C'est un phénomène qui est prégnant dans la société. On peut trouver des explications. Les parents qui sont pauvres, tout ça, il a évoqué un problème très crucial, le phénomène de la drogue. J'ai dit, aucun enfant, riche ou pauvre, n'échappe à ce mal du siècle. Apollinaire Omba, la drogue. Ce n'est pas forcément les enfants des pauvres qui sont dans la rue. Mais la drogue, ceux-là découvrent, beaucoup découvrent la drogue. Non, c'est même dans la rue. C'est la drogue qui les amène dans la rue. Non. Il faut bien comprendre. C'est la drogue qui les amène dans la rue. Sans couper le grand frère, c'est ça. Je vais dire ici la main sur le cœur. Qu'au cœur du marché Ekounou, où j'ai investigué, et les auteurs sont connus, et j'ai porté le message chez 2 commissaires de la République, que je me suis rendu compte à l'évidence que la complicité était très étroite. Je vous rassure, M. Apollinaire Ongwa, je suis allé voir un commissaire pour lui dire, à tel endroit, au moins une 50aine d'élèves du lycée de Kounou s'y retrouvent chaque matin et à longueur de journée en train de consommer. Au marché Ekounou, il y a quelqu'un qui en vend. Mais j'ai été désagréablement surpris que je n'ai pas été suivi. Et lorsque vous arrivez à cet endroit, vous pensez que vous êtes dans un endroit où il y a la messe. Parce que les enfants sortent de chez eux, viennent s'asseoir. Vous allez très loin. Vous allez très loin. Oui. Parce que quand je dis que c'est un phénomène social très préoccupant, vous allez très loin. Restons là où nous sommes au petit niveau des enfants de la rue. Quand on dit ce phénomène de drogue, c'est le mal du siècle, c'est ce que lui veut donc aborder là. Oh, la question ne porte pas sur la drogue. C'est la drogue, bien entendu. Ouais. J'ai cette chance, de participer à la Commission nationale de la lutte contre les drogues. Moi qui vous parle. Okay. C'est un phénomène extrêmement grave. Et je vous dis qu'il n'y a aucun enfant qui échappe au phénomène de la drogue. Et je vous dis encore que ce n'est pas la drogue qui va retrouver ces enfants dans la rue, mais c'est plutôt la drogue qui les amène vers là, pour la plupart des cas de délinquance. C'est à partir de nos quartiers. Il y a des équipes qui pensent jour et nuit que comme Apollinaire Omba a réussi, il ne faut pas que son enfant réussisse. Il faut tout faire. C'est encore plus grave. Donc pour dire que je suis tout à fait d'accord que dans ces conditions-là, l'État prenne ses responsabilités. Il a voulu esquisser. Parce que c'est des réseaux extrêmement énormes. Vous attrapez le dealer aujourd'hui, ces fournisseurs-là, quelques jours plus tard, il est dans la rue. On va vous dire que c'est une chaîne. Bref, vous restez à votre sujet. Ouais. Je dirais tout simplement que quand on aborde les enfants de la rue, et qui entraîne donc ces problèmes d'insécurité, parce que les conséquences donc ça, l'insécurité de ces enfants, qui sous l'effet des drogues, vont se retrouver donc à faire des choses insupportables, qui vont faire en sorte que même lorsqu'on va les prendre là pour les ramener dans leur domicile, dans leur village, je vous assure qu'ils seront toujours tentés de revenir. Parce que c'est aussi les défis de l'urbanisation. En dernier ressort, c'est les défis de nos grandes villes. Aujourd'hui, les défis auxquels doivent faire face nos grandes métropoles. C'est
phénomène d'insécurité, ce phénomène de drogue, c'est tout ce qu'on peut décrire là. Donc, si le problème est pris de façon parcellaire, on ne s'en sort pas. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire des études. Nos sociologues, nos psychologues et autres doivent se mettre à contribution pour nous donner des explications, pour nous donner des motifs de compréhension à ces phénomènes-là, afin qu'on puisse donc avoir des solutions appropriées. Mais c'est facile de dire que l'État n'a rien fait. Oui, je suis d'accord, parce que c'est l'État qui a le devoir de former ses enfants pour qu'ils deviennent des citoyens. Mais à un moment donné, l'État ne vient pas du ciel. L'État, c'est aussi nous, comme nous parlons là. Vous l'avez dit. Donc, nous devons contribuer à ce que ce phénomène soit réduit, pour que chacun soit en sécurité. Merci. Vous dites bien, il faudrait que chacun soit en sécurité. Lionel Foum, ça devient inquiétant, n'est-ce pas, de se déplacer dans la rue, dans la nuit, que ce soit en soirée ou dans la nuit, que ce soit à la poste centrale, et même dans les sous-quartiers, nous avons donc ces enfants de la rue. En plus de la drogue, est-ce que l'homme doit se focaliser exclusivement sur la drogue pour justifier la présence, n'est-ce pas, de ces enfants de la rue? Oui, je pense effectivement que par rapport à ce phénomène, il nous faut prendre la hauteur et le reconnaître comme étant un phénomène d'ampleur. À Douala, par exemple, il y a le fameux phénomène des microbes, c'est-à-dire des enfants de la rue, effectivement, qui s'organisent en bande et mènent des opérations quasi armées. Quand je dis armées, c'est à l'arme blanche. Ils décroussent tout un secteur. Moi, je me souviens, j'ai vécu à Douala. À l'époque, les portables venaient de paraître. On les avait, on les utilisait. C'était comme de l'or que vous aviez entre vos mains. Le téléphone cellulaire. Oui, le téléphone cellulaire. Les petits comme ça. Mais les gars, vous êtes dans un quartier à Douala, mais ils nous envoient des messages et des messagers arrivent, maison par maison. Ils vous disent, ce quartier sera fouillé, nous allons passer de maison en maison. Si vous voulez qu'on ne s'attaque pas à vous, réservez-nous simplement une somme de 25 000 francs et un portable. Et vous êtes là à vous dire que c'est invraisemblable. Et le soir, ça se passe comme ça. Ça se passe exactement comme ça. Comme dans un film. C'est à cette époque que le chef de l'État avait décidé de du fameux commandement opérationnel à Douala. Et donc, ce commandement opérationnel qui a montré une sorte, je veux dire, de préférence de l'État aux solutions fortes, ou si vous préférez militaires. Mais c'est Hugo qui disait éduquer un enfant et vous fermez une porte de prison devant vous. Donc, ces enfants que l'on refuse d'éduquer aujourd'hui, ça me permet très rapidement d'ouvrir une parenthèse. Vous savez que les enseignants et les vrais sont dans ce pays dans un mouvement d'humeur pour que leurs conditions de vie et de travail soient revalorisées et qu'ils fassent leur métier tel que cela se doit. Mais lorsque vous regardez la texture et la nature de l'établissement de nos budgets, vous allez vous rendre compte que c'est des budgets essentiellement sécurocrates, nos budgets, au lieu d'avoir une préférence pour l'éducation et une éducation qui doit être universelle. Les grandes poches dans lesquelles notre argent est dépensé, c'est la sécurité, c'est l'armée. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose. Mais si on refuse de construire des hommes, c'est finalement la société, n'est-ce pas, qui va péricliter. Et il n'y aura plus de Camerounais. Je donne souvent ce parallèle-là. Regardez ce que Haïti est aujourd'hui. On a fait le pari que les pays d'Afrique noire sont en train de faire. C'est-à-dire d'investir sur la sécurité plutôt que sur des hommes. Et on sait que ce pays est un no man's land aujourd'hui, Haïti. Donc, si on continue dans la voie dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire à fermer des écoles, parce qu'on préfère la sécuritocratie dans nos pays. Je ne dis justement pas que ce soit une mauvaise chose, mais il faut trouver un juste équilibre. Et le juste équilibre veut que l'homme soit à la mesure de toutes choses, c'est-à-dire que l'enfant soit éduqué. Maintenant, je vais chuter en te disant, Charles Apollinaire. En répondant
précisément à ma question, est-ce que c'est exclusivement la drogue qui peut être à la cause, n'est-ce pas, la présence de ces enfants dans la rue? Y a-t-il pas d'autres causes? Mais je suis effectivement en train de répondre à votre question, oui. Et j'étais en train de chuter en vous disant, travailleur social comme moi je suis, oui. Surveillant général dans une autre vie, sur 10 parents que je reçois dans nos écoles, 5, je veux dire 8 au moins, je dis bien 8 au moins, sont des femmes. Et on va vous dire que ces femmes-là élèvent seules leurs enfants. Seules. Pour celles qui ont la chance d'être responsables. Parce que vous savez, la femme, c'est le maillon un peu faible de notre société, des sociétés misogynes qui, par définition, n'ont pas d'argent. Mais ce sont ces femmes-là qui se retrouvent aujourd'hui à la tête des familles. Donc, il y a un appauvrissement de la famille et qui nécessairement fait que la famille n'a pas les moyens de s'occuper de ces enfants-là et les rejette à la rue. C'est la phase la plus hideuse de notre société. Et moi, j'en venais aux stéréotypes religieux aussi. Pour dire que... Pour chuter. Oui, pour chuter. Quand dans certains milieux religieux, on va vous dire que oh, l'enfant qu'une femme a fait au mariage est un enfant maudit. Et beaucoup de filles considèrent ça comme ça. Beaucoup de parents chassent leurs enfants des maisons parce que ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas uniquement dans les sociétés islamo, mais même dans les obédiences chrétiennes et des nouvelles églises. Donc, toute cette crise-là de notre société fait en sorte que nos enfants se retrouvent dans la rue. Et je finis en disant que ce n'est que la République qui peut nous sauver, sauver notre modèle de société et sauver ces enfants de la perdition dans laquelle ils se trouvent. Merci. Alors, nous allons, nous tirons vers la sortie. Monsieur Kal-Diop, les causes sont là. Maintenant, est-ce que l'on peut réfléchir sur les solutions, même si les conséquences également sont là? Voilà les morts d'hommes que nous avons déjà à travers, même en pleine journée, dans la ville, dans nos différentes villes. Alors, quelles peuvent être les solutions pour mettre fin ou alors atténuer, n'est-ce pas, ce phénomène? Oui, si on veut parler des solutions, si on revient aux causes, par exemple, on a parlé du manque d'éducation. Vous savez que l'éducation a ses 3 maillons. Il y a la famille, il y a l'école et il y a l'environnement où on se retrouve. Vous savez, il y a quelques années, le chef de l'État a parlé de l'école primaire gratuite et qu'on a implémenté par le ministère de l'Éducation de base. Mais vous allez dans certaines localités, vous trouvez des parents qui refusent vraiment d'envoyer les enfants à l'école. Vous voyez que là, si les 3 maillons ne s'associent pas pour qu'on puisse avoir une éducation de qualité, on ne peut pas avoir, on ne peut pas... Est-ce que quelque part, cette école-là ne coûte pas aussi cher? Vous parlez, n'est-ce pas, de la décision du président de la République qui demandait, n'est-ce pas, que l'école primaire soit gratuite. Il faut maintenant aller voir si cette école primaire est véritablement gratuite. Mais maintenant, on parle, n'est-ce pas, de l'école primaire, de l'école publique. L'école publique. Alors, est-ce que toutes les écoles publiques peuvent recevoir tous ces enfants? Et Dieu seul sait combien coûte la scolarité d'un seul enfant. Non, je dis que la scolarité dans l'éducation de base est gratuite. Bon, peut-être que je ne suis pas la voie la plus indiquée, mais je vous dis, si vous partez dans les zones à éducation prioritaire, comme dans l'extrême nord, vous savez que le littoral et le centre sont essentiellement des écoles privées. Donc, quand on parle d'écoles publiques, qui sont les écoles publiques où il y a vraiment un besoin et que l'État met vraiment les moyens, c'est au niveau du Grand Nord. Peut-être les gens ne le savent pas. Parce que parfois, vous voyez des gens dire que à l'extrême nord, on n'en voit pas. Oui, mais maintenant, à côté de l'éducation, il y a aussi cette sécurité sociale. Il faut que qu'on puisse identifier, que le ministère des Affaires sociales puisse identifier ceux qui ont vraiment des besoins. Et aussi cette sécurité populaire, parce qu'il faudrait qu'on puisse dissoudre tous ces enfants qui sont exploités et arrêter même ces parents qui envoient les enfants dans la rue, parce que l'exploitation des enfants, c'est un crime.
C'est un crime, il faut protéger les enfants. Lorsque vous prenez les enfants, vous les transformez en un marché, il faut que ça cesse. Donc à côté de l'éducation, il y a la protection, il y a aussi l'environnement où on se retrouve. Il faudrait qu'on puisse permettre à ces enfants de pouvoir se mouvoir et de s'exprimer et de dénoncer. Parce que parfois, ils sont exploités, ils n'ont pas la possibilité de dénoncer l'État qui mine leur société et leur quotidien. Donc, s'il y a une approche de solution. Ok. Oui, très rapidement. Une petite précision par rapport à l'école. Disons que l'État consacre une école primaire publique gratuite. Vous voyez? Sur le papier. Mais vous verrez que... Dans la réalité, c'est pas... Le secteur privé, moi je ne veux pas aller loin. Vous voyez que le secteur privé est payant. Or, là c'est la Constitution qui parle. Qui dit que l'enseignement primaire est obligatoire. C'est la Constitution, obligatoire. Bon, maintenant donc, ce qui signifie qu'un parent qui refuse d'envoyer son enfant à l'école primaire doit être poursuivi par cette obligation. On en arrive là pourquoi? C'est parce que c'est des recommandations de l'UNESCO qui pensent qu'un enfant qui n'a pas suivi le cycle primaire est exposé fatalement à la pauvreté. Parce que c'est l'école primaire qui nous donne des habiletés de savoir lire, de savoir écrire, de savoir calculer. Par exemple, les compétences qui sont attendues à la fin d'un cycle primaire. C'est pour ça qu'on pense que ce cycle-là doit être gratuit et obligatoire pour avoir des hommes qui sachent lire, écrire et compter. Malheureusement donc, comme vous avez vu, les pesanteurs sont là. Culturels, social, familial et autres. Or, c'est par cette voie-là que l'éducation des enfants aussi s'appuie. Ok, merci. Alors, monsieur Benou, nous allons quand même nous interroger, bien sûr, ce sont les pistes de solution pour que les Camerounais, les citoyens circulent tranquillement, que ce soit en journée ou dans la nuit, dans nos différentes villes. Mais quand même, on peut se poser également la question, que s'est passé avec Bétamba, que nos téléspectateurs nous disaient, ça a été une bonne initiative, mais finalement, c'était les enfants des plus nantis qui se retrouvaient là-bas. Pourtant, c'était une initiative à peut-être mettre sur pied à travers le triangle national. Oui, à l'image de on peut refaire Bétamba? À l'image de tout ce que le régime en place produit depuis 40 ans. J'ai entendu mon ami Émile dire que c'est maintenant qu'il faut engager des réflexions. Pour quelqu'un qui est dans le magistère depuis 40 ans, je ne pense pas que c'est aujourd'hui, après 42 ans, qu'il faut engager des réflexions. Il fallait que depuis des années, on puisse adresser ces problèmes qui sont devenus comme une gangrène de la société. Vous parlez de Bétamba. Je pense que nous sommes dans un apartheid social au Cameroun où que ce soit l'éducation, que ce soit les soins de santé, les plus nantis peuvent se permettre toutes sortes d'excès. Avec un palier, on peut aller en Europe, alors que le citoyen lambda, lui, il végète et il meurt à cause de peut-être 2000 francs qu'il n'a pas pu payer les paracétamol. C'est valable également pour les affaires sociales. Je pense que si le ministère des Affaires sociales décidait que même chaque année, malgré son modique budget, il peut faire un petit endroit où quelques enfants peuvent aller apprendre des métiers comme la menuiserie, comme la maçonnerie, et quitter dans la rue, parce que certains d'entre eux veulent bien faire quelque chose, comme celui dont j'ai suivi le reportage hier. Il disait qu'il veut apprendre un métier, il connaît conduire la moto, il sait faire ceci, mais n'ayant pas, n'est-ce pas, les moyens qui lui permettent d'exercer, il est obligé de squatter et de faire tout ce qu'il peut pour assurer juste sa pitance. Donc c'est la faillite du gouvernement et de ses politiques. On fait des grands discours, mais on voit concrètement pas grand-chose. Bétamba, on n'en parle même plus aujourd'hui. Donc c'est des centres qui ont fait leur preuve sous Aïdjo, et même au début,
de l'ère Biamé aujourd'hui, ils sont... Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire aujourd'hui, Monsieur Bemou, pour que vous circulez à Yaoundé, pour partir de soi arriver ici sans problème? Écoutez, parce que quand même traverser la poste centrale là, c'est gênant pour beaucoup de personnes. Nous avons ces petits enfants. Oui, il y a parfois, vous voulez même dire, mais allez à l'école, mais vous allez vous adresser à un enfant. Vous avez même vos quelques pièces. Pour certains, si quelqu'un veut prendre le taxi, mais il est obligé parfois de faire quelque chose. Et parfois, comme on le disait ici, il y a les mamans qui sont assises là à côté, qui encouragent cela. Est-ce qu'on ne peut pas aller comprendre, n'est-ce pas, l'existence de la présence, n'est-ce pas, de ces enfants dans ces lieux-là? Pour parler, n'est-ce pas, du ministère des Affaires sociales. Il faut questionner ce problème à la base, vous savez. Parce que vous avez l'impression que vous regardez la périphérie, il faut regarder la base. Et la base, c'est quoi? C'est que quand vous avez une société où il y a la malgouvernance, c'est difficile. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez implémenter, c'est comme le disait un ambassadeur des États-Unis ici il y a quelques années, que donner l'argent au Cameroun, c'est comme mettre de l'eau dans un sac percé. Donc, c'est vous avez entendu mon compagnonniste dire ici que il a adressé le problème à un commissaire qui est censé quand même régenter. Et vous voyez, le commissaire ne fait rien. Ça veut dire que ces gens-là ont la latitude de se déployer comme ils veulent. Et on va se plaindre que la justice populaire. Pourquoi? Parce que quand les gens attrapent un malfrat et qu'ils l'amènent et que le lendemain on le retrouve dehors, il vient vous narguer, vous voulez que les populations se comportent comment? Ils vont se rendre justice, mais ce n'est pas bien. Donc, il faut, quand je dis, vous avez une société qui est gangrénée par la corruption, par toutes sortes de dérives, ceux qui sont censés être le modèle semblent même soutenir ces phénomènes-là. Vous allez tout faire, ça ne peut pas marcher. Donc moi je pense que Émile Messi doit tout simplement demander à ses amis militants de débarrasser le plancher et de donner la place à ceux qui peuvent faire quelque chose pour que les choses changent dans ce pays. Parce qu'ils ont apporté la preuve qu'ils ne peuvent plus rien. Merci, mais quand même tout problème a une solution. Et est-ce que c'est véritablement la solution là? Est-ce pas une fuite en avant? Moi je dis que nous devons engager des réflexions. Je me dis qu'on ne doit pas réfléchir. À quelle heure? À 43 ans de pouvoir vous engager la réflexion. Merci, nous allons prendre très rapidement les autres réactions. Bonsoir Monsieur Ongba et à tout votre panel. Très beau thème, vraiment très important pour notre société. Ces enfants ont juste besoin d'un encadrement de la part de nos gouvernants, mais rien n'est fait. Monsieur Ongba, au Cameroun, quand quelque chose ne vous touche pas personnellement, on s'en fout. Du coup, nous sommes tous exposés. Vol, drogue, agression, viol, etc. Belle émission. Monsieur Messi, désormais chef traditionnel. Félicitations. Thierry de Dogbon. Autre réaction reçue. L'enfant a droit à l'éducation, mais l'école n'est pas gratuite au Cameroun. Il y en a qui sont dans la rue, les orphelins, ainsi ceux dont les parents n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité et s'abandonnent donc à la drogue. Signez vos messages, je crois que c'est Catherine qui nous écrit. Autre réaction, bonsoir, le grand soir. J'aimerais aussi vous dire que le fait qu'on a supprimé le fouet à l'école a boosté la délinquance juvénile. L'enfant avait obligation d'obéissance. Signez vos messages. Merci. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bon sujet à débattre. Moi, c'est Lionel Nia depuis Ebolova. Pour ma part, ce problème est causé par un manque d'encadrement depuis la maison. Il y a certains foyers où les parents ne prennent pas part de leurs enfants et ne se soucient absolument pas de ces derniers, et directement ces derniers se livrent à la rue où ils vont embrasser
n'importe quelle couche vulnérable qui vont leur conduire dans les débauches du genre drogue, délinquance et banditisme. Enfin, j'accuse aussi l'État de l'éducation de la jeunesse. Pourtant, c'est la jeunesse qui doit relever le pays dans l'avenir. L'État manque de négliger, je crois que c'est assez long pour le monsieur. Merci tout de même. Autre réaction, bonsoir à tout le panel et un bonsoir particulier à mon ami Aimé Césaire Ndambo. Très belle émission pour la rééducation de nos enfants dans tous les milieux et particulièrement dans le milieu éducatif où la correction du fouet a foutu le camp. Or, les années antérieures, nous trouvions une solution et celle-ci partait des parents à la maison. Onana et Dinga, lui à Yaoundé, du côté de Abattoir. Autre réaction reçue, très très dangereux ce que dit notre cher frère en nœud papillon. L'école primaire est gratuite sur les papiers. Lorsqu'on va vous parler des frais d'APE, les frais informatiques, des frais de papier hygiénique, des seaux et des balais, on se retrouve avec une école primaire de plus de 50 000 francs, somme qui n'est pas à la portée de tous. J'ai aimé qu'ils disent qu'il n'est pas dans la personne la plus indiquée, soit l'inspecteur Mbarga. Merci à vous. Nous allons peut-être arrêter bientôt là. Bonsoir, c'est Soudi du Carrefour Mec. Tous ces enfants ne sont pas des Camerounais en majorité. Merci. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle thématique humanitaire. L'État doit créer des structures d'encadrement et pour les maîtriser, chaque mairie devrait créer une brigade de ratissage pour les capturer, car beaucoup sont des délinquants. Père Georges qui nous écrit. Autre réaction, bonsoir mon très cher, très bon thème, mais moi j'ai un problème avec certains panélistes. Pourquoi toujours tirer sur le gouvernement sans donner des solutions? Soyons honnêtes, le gouvernement fait beaucoup dans ce pays, mais les autres ne plaignent ça ne peuvent ça que qu'en noir. C'est ce que vous voulez dire, qu'ils ne peuvent ça que qu'en noir. Un bravo à monsieur Messi qui apporte des solutions. C'est à Jomo depuis Niété. Ah bon, quand ça a été du côté de Niété, on peut comprendre que monsieur Messi, c'est pas... bonsoir à vous, très bonne émission. Juste pour vous dire que c'est effectivement la drogue qui est à l'origine de ce phénomène des enfants de la rue. Et il y a des complicités. J'ai fait venir la police dans mon quartier où les jeunes prennent la drogue en longueur de journée. Ces jeunes ont été pris la main dans le sac en possession de plusieurs drogues. 2 jours après, ils sont revenus au quartier et le même travail continue. C'est dommage. Monsieur Abesolo, depuis Unkol Bisson, nous allons arrêter là. Et merci pour cette contribution à l'émission. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une transition, revenir pour la dernière ligne droite. Ce sera avec le deuxième sujet de la soirée. Retour sur ce plateau pour donc prendre la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, nous parlons donc de cette expulsion des Camerounais de la Guinée équatoriale. Et nous nous posons la question, pourquoi ça perdure? Il y a encore quelques jours, au niveau de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, des soucis entre, n'est-ce pas, les différents commerçants. Et le gouvernement équato-guinéen a décidé, n'est-ce pas, de renvoyer au pays pas moins de 500 Camerounais de ce côté-là. Un fils du Sud, non loin, n'est-ce pas, de QC ou alors de la Guinée équatoriale. Le Rud Foum
certainement, vous vous êtes toujours rendu du côté de QC. Et ce n'est quand même pas la première fois que ce pays voisin, frère et ami, a toujours renvoyé au Cameroun nos compatriotes. Pourquoi ça continue et pourquoi ça perdure? Pourtant, nous sommes quand même là dans une contribution politique de la sous-régionale, l'intégration sous-régionale. Libre circulation. Voilà. Non, c'est une libre circulation qui est faite sur des bases de parfaite hypocrisie. La Guinée équatoriale, c'est un petit pays de moins d'1 million. Quand je dis 1 million, je ne sais pas s'ils atteignent 500 millions d'âmes. 500 millions, 500 000. Tu veux dire 500 000? Oui, voilà, 500 000 âmes dans ce pays-là. Or, ils sont à côté d'un pays, le Cameroun, qui a 30 millions. Et selon les projections faites relativement au recensement antérieur, parce que le dernier recensement, je crois, nous situe à 22 millions. Mais quand on prend le taux de progression de la population, qui est un taux annuel, on essaye, on se dit, on est à 30 millions, j'ai envie de dire. Et donc, c'est un mastodonte humain devant, mastodonte démographique, devant un nain, la Guinée équatoriale. Et si nous ne faisons pas notre intégration sur des bases claires, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner pourquoi? Parce qu'il y a des disparités sur le plan économique dans notre sous-région, l'Afrique centrale. Je dis souvent aux gens, moi qui ai vécu à Kribi, qu'il se faisait à une certaine époque où les Équato-Guinéens étaient si nombreux à Kribi que l'État camerounais d'alors organisait des rafles et les prenait, les ramenait chez eux. Quand la Guinée équatoriale était encore pauvre et le Cameroun hyper prospère. Je dis, ils étaient dans les rues de Kribi, le gouvernement le faisait. Vous vous souvenez aussi de la grande star de la musique équato-guinéenne que le Cameroun a révélé, Maïlé. C'est le Cameroun qui a fait la prospérité artistique. Bon, c'est vrai, c'est un homme extrêmement pétri de talent, mais c'est le Cameroun qui lui a permis en grande partie d'éclore aux yeux du monde. Donc, le Cameroun était cela pour la Guinée équatoriale. Mais les choses ont changé. La Guinée équatoriale, en termes d'indice de développement humain, a presque un indice de développement humain des pays européens. Oui. Et ça attire les Camerounais. Or, à cette époque-là, quand la Guinée équatoriale était pauvre, aucun Camerounais ne voulait y aller. Allez au niveau des 3 frontières. Vous parliez de Kiossi tout à l'heure. Vous allez apercevoir Bébéine d'un côté, Kiossi de l'autre côté, et puis l'entrée du Gabon de l'autre. Mais ça brille de lumière du côté de la Guinée équatoriale. Et la lumière attire les insectes. C'est bien connu. Donc, les Camerounais veulent aussi... Vous voulez dire qu'au niveau de Kiossi, vous êtes... oui, quand nous sommes dans le noir, le Cameroun est dans l'autre côté, ça brille. Il y a des bâtiments qui ont été conçus de ce côté et qui ne sont même pas habités. C'est une expérience que j'ai faite. Donc, ils ont... quand je dis ils ne sont pas habités, ça veut dire de constater ce que la Guinée équatoriale a su faire et a pu faire de son pétrole. C'est ça qui attire les Camerounais. Et les Équato-Guinéens ne peuvent pas aussi laisser leurs frontières s'ouvrir naïvement. C'est pour cela que pour qu'il y ait une très bonne intégration au niveau des peuples, il faut s'asseoir et définir des critères de convergence. C'est ce que les Occidentaux ont fait. Donc, quand un pays n'est pas encore à même sur le plan économique d'intégrer la zone, on l'aide, n'est-ce pas, à développer son économie et à développer ses infrastructures de manière à être à niveau. Et là, on peut ouvrir la circulation des personnes. Mais tel que ça va là, le Cameroun va déverser toute sa pauvreté sur la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale, reconnaissons-le, est incapable de supporter cette pauvreté. Et c'est de cela qu'il est question. C'est mécanique, comme je viens de vous expliquer là. Monsieur Messi, non loin de la Guinée équatoriale également, c'est une façon de parler. Quand même, c'est presque tous les jours que nous vivons ces expulsions. Peut-être des explications, certaines explications ont été données
par Léonide Nfoum. L'intégration sous-régionale que tout le monde a accepté, où est-ce que c'est passé? Y a-t-il un déséquilibre ou alors y a-t-il un souci avec cette option politique de la sous-région? Disons que c'est la victoire des souverainetés sur l'intégration. Les souverainetés, pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale est un pays souverain, reconnu par les Nations Unies comme un pays souverain d'abord. Mais le bon sens, ou alors le contexte mondial, appelait les sous-régions, les régions à vivre ensemble, à accepter cette intégration. Puisque tout indique que plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Ce qu'on disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous développer si vous êtes éparpillés. Or, l'histoire nous révèle bien que les frontières issues des colonisations et autres là ont disloqué les peuples. Ce qu'il a oublié de dire, au-delà de cette proximité, c'est les mêmes familles aussi qui sont au Cameroun, qui sont en Guinée équatoriale. Est-ce que, sur le plan historique, la Guinée équatoriale, à côté du Cameroun, devrait être un pays souverain? Peut-être que c'est là où nous avions manqué du coche. Oui. Ils avoisinent quand même 2 millions, ils ne sont pas moins de 2 millions. Non. Les Gabon, pas Je la parle Guinée de la Guinée équatoriale aussi. Non, il y a déjà... Bon, on va regarder. Ils avoisinent déjà les 2 millions. Donc, pour dire que même dans les 2 millions-là, ils n'atteignent même pas encore la population d'une région du Cameroun. Donc, ceux qui disent que la Guinée équatoriale aurait pu être une région ville du Cameroun n'ont pas tort. Même en termes de superficie. Est-ce que vous voyez un peu? Ça fait donc que dans cette intégration-là, les gens, ou alors la Guinée équatoriale, par sa superficie, pensent que ça serait une intégration absorption. Vous voyez? D'où donc des réactions identitaires. Il a raison de dire par rapport à la population du Cameroun, un peu plus de 30 millions. La population du Cameroun, les peuples du Cameroun, plus dynamique encore. Plus dynamique à la quête du mieux-être. Contrairement à la Guinée équatoriale, qui a beaucoup de retard sur plusieurs plans. Ça, c'est des études sociologiques. Tout à fait. Quand ils se déversent là-bas avec le boom pétrolier, où la Guinée équatoriale s'est mise dans des constructions, dans des grands chantiers, ceci, cela, la plupart, c'est des Camerounais qui étaient dans ces chantiers-là. Il ne faut pas l'oublier. Bon, maintenant que la récession aussi est venue, ils pensent donc que ces Camerounais-là sont un peu de trop. Et comme tout petit pays, il y aura donc des réactions identitaires. Ça, nous devons l'accepter, que c'est l'attitude des petits pays, des gens qui sont faibles. Le Cameroun a une position stratégique en Afrique centrale. Partageons des frontières avec plus de 8 pays. Est-ce que vous le savez? Si la Guinée équatoriale aujourd'hui, là, c'est ma contribution personnelle. Il faut se retourner vers des partenaires sérieux comme le Nigeria. Le Nigeria n'a pas ce genre de problème. Nous-mêmes, on est pratiquement comme la Guinée équatoriale à côté du Nigeria. Hein? Plus de 200 millions d'habitants. Mais vous voyez comment les Nigériens sont au Cameroun? Ça ne gêne personne. Et Nigeria, même de table, là, les Camerounais circulent, ça ne dit rien à personne. Il va maintenant porter plainte, je ne sais pas où. Il gagne, ce qui est impossible en Guinée équatoriale. Quelle que soit la raison que vous avez avec un équato-guinéen, vous n'aurez jamais raison. C'est consacré comme ça. Tout donc, des comportements pareils, il faut les expliquer, ils dérangent. C'est eux qui sont partout, c'est eux qui font ceci. Donc moi j'ai dit, cette intégration, au nom des souverainetés, a encore du chemin sur des bases
actuelle. Nous sommes vite en besoin. La libre circulation, tout cela, c'est de l'heure. Parce que les petits pays ne pensent pas que c'est en s'ouvrant qu'ils seront confrontés à la dure réalité de la concurrence, du travail. Et là, ils vont aussi résoudre des grands défis. Le travail que les Camerounais font là-bas, c'est pour la Guinée équatoriale. Ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'ils gagnent. Mais c'est des investissements. Si on vous dit que pour arranger la voiture, et là, c'est des garages et tout ça, oui. Pour avoir un bon garage, pour arranger son véhicule, il faut chercher le garage là où il y a. Merci. C'est des faits. Les grandes plantations aujourd'hui, de ce côté-là, est-ce que la solution, c'est qu'à chaque fois les chasser? Je pense que le chef de l'État camerounais et équato-guinéen, quand il parle dans leur langue. C'est des choses qui nous humilient aux yeux du monde. C'est des choses qui montrent que l'Afrique a encore du retard. Merci, monsieur Messi. Moi, je conseille qu'on se retourne plus vers d'autres partenaires comme le Nigeria. Vous allez apporter ces solutions-là, ces solutions tout à l'heure. Le temps pour nous de voir avec mon ami Aimé Césaire Ndambo. Quand même, il faut rappeler aux uns aux autres que ceci est arrivé, c'est l'altercation entre les commerçants. Selon des sources locales, l'opération menée par les forces de l'ordre équato-guinéen aurait ciblé indistinctement des commerçants en règle avec les lois du pays, des résidents légaux munis, n'est-ce pas, des permis de séjour validés, des travailleurs installés depuis des années. Un officier donc camerounais qui nous rapporte ces informations-là. Les Camerounais seraient en règle, mais il y a quand même un souci. Et ce n'est pas la première fois que cela se passe. Mais Césaire. Si tu permets, non, il avait raison, effectivement. Je viens de regarder la démographie, c'est 1,8. 1,8, presque 2 millions. Ok. En posture donc du communicant pour le peuple. Donc, quand me poseront la question, le peuple est à mandater ou... Bref, monsieur Apollinaire, je ne vais pas rentrer dans la logique de la victimisation. Je vais un peu aller dans la logique de monsieur Léonie, qui pensait quand même que nous devons quand même regarder avec les yeux ouverts la réalité. Il est dit que si vous lisez dans un livre et vous n'y comprenez rien, il y a deux alternatives. Soit le livre est faux, soit vous êtes idiot. Mais regardons-nous droit dans les yeux. Et je vous rappelle, monsieur Apollinaire Ongwa, que c'est la personne qui a rédigé la lettre et qui connaît l'esprit de la lettre. Je convoque là les instances onusiennes qui nous racontent des histoires. Nous avons ratifié des conneries. Regardez l'Union africaine. Jadis, organisation de l'unité africaine. Janvier 1963. C'est-à-dire des bébés morts-nés mis sur pied de manière laconique, de manière bizarre, mais la personne qui a rédigé la lettre vous fait lire la lettre. Regardez ce que nous avons. Sous-région, intégration sous-régionale, après on vous parle même du franc CFA, on vous divise, on dit UEMOA, de l'autre côté, CEDEAO, CEMAC. Par contre, pour quitter ici, le franc CFA, tu n'utilises pas en Côte d'Ivoire. On va vous raconter des histoires, non, intégration. Messieurs, on tient compte du soft power dans ces choses-là. Et dans ces conditions, qu'est-ce que le Cameroun a envié à la Guinée? Au point où à longueur de temps, d'années, on entend, on les a rapatriés, on a... Messieurs, vous faites agir votre soft power. Le Cameroun peut fournir d'électricité le Nigeria. Et le Nigeria qui a 200 millions d'habitants ne parle pas devant le Cameroun parce que le Cameroun va agiter un pan de son soft power pour dire que bon, si tu parles fort là, j'appuie sur l'interrupteur de l'électricité. Mais comment le géant, nous sommes un géant au pied d'argile, au point où allègrement on vous raconte comment 500 Camerounais débarqués comme des malpropres, c'est quand même humiliant, c'est souillant. Un autre côté du soft power, monsieur Apollinaire, je veux que le Cameroun qui est grand, géant, compte sur ce genre de choses.
Vous avez vu l'histoire des frontières qui a eu lieu récemment où on a fait des démarcations et bien d'autres choses. Ce sont des choses importantes et utiles. Je peux un peu épouser l'idée de M. Émile qui parlait quand même du legs colonial qui nous a posé beaucoup de torts. Mais nous ne pouvons pas être plus passéistes que présentistes. Et peut-être pour se projeter vers le futur. On a déjà démarqué, on nous a déjà divisé. Maintenant, intéressons-nous à ce qui est important, M. Apollinaire. Comment pouvons-nous parler de l'intégration sous-régionale depuis des années? Et que même le petit passeport biométrique là, qui devrait permettre aller et venir un peu comme ça se passait avec Aïdou Babatura à l'époque où les Maliens pouvaient venir au Cameroun avec la carte d'identité. Mais comment on peut parler du matin au soir du même problème? L'intégration est montée, vraiment on signe ceci, les conventions sont montées. Avons-nous besoin d'une convention pour aller en Guinée équatoriale? Avons-nous besoin d'une convention? Mais je suis d'accord avec le peuple guinéen. Mais si maintenant, M. Apollinaire, vous êtes chez vous avec votre femme, et tout un quartier dit que bon, je viens maintenant habiter chez vous. Mais vous êtes humain, l'hospitalité, vous incarnez l'hospitalité, mais à un moment donné, monsieur, mais vous pensez d'abord à vous-même. Vous pensez d'abord à vous-même. Mais si vous venez dans la logique d'envahir, nous n'étions pas sur le terrain. Mais vous avez bien fait d'évoquer, et les autres en ont parlé. Mais si vous êtes minoritaire, regardez ce qui se passe dans d'autres pays, où des personnes peuvent venir et un matin décréter que ce sont eux-mêmes les responsables du pays. Parce qu'il y aura eu fusion, il y aura eu mixture, il y aura eu bien d'autres choses, et que les allogènes qui sont arrivés, monsieur, sont déjà supérieurs aux autochtones. C'est ce qui se passe. Ce pays que la France est en train d'assujettir à des milliers de kilomètres de là où elle se trouve. Mayotte. Ça peut se passer comme ça. Et maintenant, on vous dit la politique, gouverner, c'est prévenir et anticiper, monsieur. Vous n'allez pas interdire aux gens de réfléchir. Si chez vous, vous menez la politique par embuscade, mais il ne faut pas penser que les autres doivent faire comme ça. Ils réfléchissent. Bon. Vous avez parlé d'un fait, ce qui a dégénéré. Il faut toujours quelque chose, il faut toujours un déclic pour que quelque chose se passe. Ce que vous avez vu là, ça peut être l'arbre qui cache la forêt, ou bien la partie visible de l'iceberg. Alors, monsieur Emmanuel Bemou, il y a quand même que ce n'est pas la première fois, je l'ai dit ici. On va un peu revisiter l'histoire pour dire que en 2024, par exemple, cette vague d'expulsion n'est malheureusement pas isolée. Déjà, en janvier 2024, près de 300 Camerounais avaient été refoulés. En mars, 150 autres avaient subi le même sort. À chaque fois, les biens des expulsés sont confisqués ou pillés de ce côté-là. On se pose la question, M. Messi disait peut-être l'intégration sous-régionale, ce n'est que du leurre. Pourquoi avoir mis cela sur pied? Pourtant, quand même, en Afrique de l'Ouest, ça marche, ça fonctionne normalement. Vous pouvez quitter la Guinée, du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire sans passeport et autres. Mais puis ça fonctionne bien de ce côté-là. On ne connaît pas ces expulsions-là. C'est quoi? Il y a un souci de l'intégration sous-régionale? Non, il se trouve que les nouveaux pétromonarchies qui entourent le Cameroun ont vu qu'elles sont riches et que quelqu'un l'a dit, le Cameroun risque de les envahir. Mais le Cameroun a son expertise presque dans tous les domaines. Je crois que les pays comme la Guinée équatoriale en ont besoin. Émile l'a dit tout à l'heure, quand il y avait le boom économique là-bas avec le pétrole, c'est les Camerounais, les chaudronniers, les maçons, tous les techniciens, ils venaient d'ici. C'était la main-d'œuvre. C'était la main organisée. Même en Europe. Généralement, lorsque vous allez travailler dans un autre pays, vous mettez en règle et vous avez un temps
Peut-être que quand le travail finit, vous pouvez rentrer chez vous. C'est toujours comme ça. Donc, nous ne refusons pas, monsieur Messi. Généralement. Alors, monsieur Messi, permettons à monsieur Benou, n'est-ce pas, de s'exprimer. Généralement, ça c'est une histoire que les sociologues peuvent bien maîtriser. Lorsque dans un pays, la situation économique devient difficile, on commence à chercher des boucs émissaires. Et généralement, l'étranger est toujours le premier bouc émissaire qui est, n'est-ce pas, l'agneau de sacrifice. Moi, je pense que Nous l'avons vécu avec le Brexit. Le Camerounais, il y a quelques années, au temps de Babatoura que mon jeune confrère a cité ici, le Cameroun était un pays très respecté au niveau de la sous-région. Le Cameroun avait un aura que les pays comme la Guinée, encore en ce temps-là, ils étaient très pauvres. Je me souviens qu'au temps de Massias Nguema, il était même interdit de porter les chaussures. Donc aujourd'hui, la Guinée est devenue une pétromonarchie et elle peut se permettre de chasser. C'est son droit, c'est un pays souverain. Ce que nous regrettons, c'est la brutalité avec laquelle ces exactions sont commises. On vous débarque de chez vous, vous n'avez même pas le temps de ramasser votre valise, vous sortez, et parfois même d'autres nationalités, hein, des Nigérians, des Togolais, on les envoie directement au Cameroun pour que c'est le Cameroun qui s'en occupe. Commence à les dispatcher chacun dans son pays. C'est pas bien. C'est pas une nation civilisée qui doit se comporter de cette manière. Mais les gens, on l'a dit sur ce plateau, c'était le petit pousset de l'Afrique centrale et le plus pauvre. Vous avez cité un certain nombre de choses. Moi, je me souviens que même pour que le président équato-guinéen voyage, il devait venir prêter l'avion ici au Cameroun. Alors, ceux-là qui ont déjà un peu d'argent aujourd'hui, ils doivent être jaloux, peut-être, de leur petit pétrole-là. Tout à fait. Voilà, donc, au-delà même de cela, il se trouve que sur le plan alimentaire, n'est-ce pas, le gros des produits vient du Cameroun. Ils achètent avec l'argent. Donc, ce n'est pas de le monde qu'on leur... Si on pouvait faire un blocus pour dire que on rend la pièce de la monnaie, je pense que... Faire un blocus, est-ce que... Je pense que les Camerounais peuvent vivre. Vous savez même que les prix sont très haussés ici parce que ça va en Guinée équatoriale. Ils ont de l'argent, ils achètent. Ils vous ont demandé d'être pauvres. Est-ce que nous ne restons donc pas ces géants? Il savait que mon frère, lui, il soutient ce que les Guinéens font. C'est pas lui qui dirige le débat. Est-ce que nous ne représentons véritablement pas ces géants au pied d'argile au niveau de l'Afrique centrale, le grand Cameroun, mais qui n'arrive pas à mener une véritable politique pour garder ses enfants et peut-être à nourrir ses enfants? Non, on ne peut pas dire que le Cameroun ne peut pas nourrir ses enfants, puisqu'il exporte. Il disait que, moi je connais des pays, des endroits dans mon coin ici, dans l'Union Équilibre, on vous dit que les équato-guinéens entrent dans les champs et payent des champs entiers. Donc ils se nourrissent ici. On ne peut pas dire que Cameroun ne nourrit pas ses enfants. Peut-être ils ont de l'argent. Ses enfants? Oui. C'est-à-dire que le Cameroun ne met-il pas sur pied une politique pour que ses enfants ne partent oui, ça, nous l'avons dit, et c'est là où je tape sur les doigts de M. Messi et ses camarades du RDPC, qui ne font pas ce qu'il faut pour que les Camerounais restent chez eux. Parce que nous sommes dans un pays riche, je peux même dire scandaleusement riche. On ne devait pas, les Camerounais, les Camerounais ne devaient pas raser les murs en Guinée équatoriale. Parce que nous avons tout ici et nous avons une avance sur le plan intellectuel, technique, technologique par rapport aux Équato-Guinéens. Mais moi je regrette parce que celui qui est le capitaine du bateau Cameroun ne frappe jamais du poing sur la table pour dire que ça en est assez. Parce que c'est récurrent ce phénomène des Camerounais qu'on renvoie comme des malpropres en Guinée équatoriale. Et pour certains, j'ai même cru entendre que ceux qui travaillent là-bas, le transfert même de l'argent est quasi interdit. Et vous ne pouvez pas transférer facilement de l'argent pour le Cameroun quand vous travaillez en Guinée. Donc il y a tellement de choses que moi je pense que
le président de notre nation devait frapper du poing sur la table, ramener quand même ce petit pays que si nous étions au temps de Hitler, il devait seulement dire à ses généraux, donnez-moi le plan de campagne pour ramener ce pays. Il faut quand même très rapidement. Nous sommes là dans les relations diplomatiques. Voilà. Aussi. Et vous savez que le chef de l'État camerounais, lui, c'est un homme de paix. Et puis, dans le principe, la paix ne veut pas te dire qu'on marche sur tes doigts. Le plus fort n'utilise jamais sa force pour anéantir le plus faible. Les Camerounais ne vont pas en Guinée équatoriale pour misérer. Non. Les Camerounais vont en Guinée équatoriale pour exploiter, au nom de la sous-région, au nom de la libre circulation, au nom des opportunités qu'offre la Guinée équatoriale. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas suffisamment outillés en termes de formation. Ça, c'est des faits. Ouais. Les Camerounais pensent qu'étant là-bas, ils peuvent donner leur contribution au développement de la Guinée équatoriale. Mais nous regrettons... C'est ce que ces Camerounais-là pensent. C'est ce que M. Benoît pense également. C'est des faits seulement. Mais nous regrettons le traitement. Et c'est récurrent. Donc ils sont victimes. Et c'est ce que M. Benoît... C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne vont pas miser à cela. C'est pour ça que je vous ai dit ici que c'est un petit pays. Mais c'est un pays qui est souverain. Ils ne nous font pas mal. Et le Cameroun ne montre pas qu'il est un grand pays. Vous voyez, chaque chose a un temps. Et je vous ai dit qu'en relation internationale, il faut savoir encaisser. Ça aussi, c'est la touche du Cameroun. C'est la touche du chef de la diplomatie camerounaise. Okay. La patience. Monsieur Apollinaire, je voulais dire juste un mot avant que... C'est l'amusement. Je voulais juste dire un mot à la suite de monsieur. C'est le Cameroun qui nourrit la plupart de ces pays. Merci. Monsieur Apollinaire, merci. Il y a quelque chose, serait de couper les vivres à la Guinée. Je dis non. Il faut aller acheter ailleurs. On va dire que les deux chefs d'État, les deux... Nous allons trouver les solutions tout à l'heure. Monsieur Apollinaire, nous allons proposer des solutions. Apollinaire, vous savez qu'il y a quelques années, oui, l'armée guinéenne s'est même permis de faire intrusion, n'est-ce pas, au niveau de la frontière, creuser des tranchées, vous vous souvenez. Il a fallu que le Cameroun montre ses muscles avec ses généraux pour que cette affaire-là s'arrête. Donc il y a des moments où il faut que le Cameroun montre que c'est lui le leader de l'Afrique centrale. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur le président. Tu n'as pas la guerre. Réaction de quelques-uns. Non, merci. Merci à vous. Pas la réaction des téléspectateurs. Alors, Apolé, quand nous avons des Nkunkuma de royaumes qui dorment dans la même chambre et ne font pas le même rêve, je ne suis pas surpris de ce que vivent nos compatriotes, où mettons-nous l'intégration sous-régionale et la libre circulation des biens et les personnes. Je ne saurais dédouaner les mentalités lugubres des compatriotes dans la fémania et autres vices. Quand tu as des agents en buvant aux profusions du pétrole, la crainte du voisin s'oppose avec acuité. Thomas Massok. Autre réaction, bonsoir, le panel du grand soir. Déjà, les Camerounais vont en Guinée parce qu'ils ne trouvent pas mieux ici, malgré le fallacieux prétexte d'intégration sous-régionale. Mais dans quelles conditions y vont-ils? Se comprennent-ils là-bas comme s'ils étaient encore Camerounais? Sont-ils en règle? Respectent-ils les lois et règlements du pays d'accueil? Et s'ils sont renvoyés abusivement, la réciprocité devrait être de rigueur. Jean-Paul, depuis donc Yaoundé. Autre réaction. Rebonsoir mon frère. Le Cameroun a un problème dans sa diversité. Il y a des gens qui sèment le désordre dans notre pays. Il se pourrait alors que ces gens sont majoritaires à Kiousi et seulement rendent donc en Guinée équatoriale et commettent des forfaits là-bas. Et on indexe tous les Camerounais qui sont là-bas. Voilà la vérité. Belle émission.
Adjomo depuis Niété. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je pense que ce problème perdure parce que les gouvernements concernés n'ont pas fixé les visions limpides en termes d'intégration dans les pays de la sous-région. Et de plus, le gouvernement camerounais se montre extrêmement pacifiste face à ces abus qui perdurent à Samba Angoula depuis Bertois. Autre réaction, bonsoir, très belle émission Apollinaire, je suis très d'accord avec Aimé Césaire Ndambo. Fongien Simplice depuis Emana. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. C'est quoi cette théorie de poubelle, monsieur Messi? Bon, merci tout de même. Je ne sais pas la raison pour laquelle je ne peux pas continuer. Bonsoir au panel, je suis monsieur Yenga depuis la frontière, arrondissement de Lamze, département de la vallée du Thème. L'expulsion des Camerounais en Guinée équatoriale remet sur la table le principe de la libre circulation dans la zone CEMAC, même si le principe de l'intégralité étant clair, nous utiliserons notre diplomatie pour cette coexistence pacifique. Je vais vous faire une révélation. Savez-vous qu'il existe une bonne inscrite Cameroun, Cameroun avec K, datant de l'époque d'Allemande, donc d'époque l'Allemande, en plein Nébébéine dans le département de Kiossi, un thème en Guinée équatoriale, vu de mes yeux. Merci, il y en a beaucoup, mais nous n'avons pas assez de temps et il s'avère qu'il y a beaucoup. Il y a une grande histoire là. Je reviens vers vous tout à l'heure, vous allez voir. Le temps pour nous de prendre quand même cette autre information. On parle qui nous vient de la régie. Cet avis de décès. Et comme vous pouvez donc le lire, avis de décès, monsieur Efa Mathieu Roger, conseiller municipal à la commune d'arrondissement d'Akono, et ses enfants ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mère et épouse Bidjogo Delphine Alice, épouse Efa, décès survenu le mardi 15 avril 2025 à la garnison militaire de Yaoundé des suites de maladies. Le programme des obsèques sera donc communiqué ultérieurement. Alors, toutes nos condoléances à cette famille et à tous ses proches. C'était donc ce petit break qui devrait permettre ce que Kaljop, vous réagissez très rapidement. Très rapidement, allons-y. Sur l'expulsion, n'est-ce pas, des Camerounais en Guinée équatoriale. Oui, vraiment, c'est déplorable ce qui s'est passé à Micomessin. Vous savez, ceux qui ont eu la chance d'étudier là où il y a vraiment une représentativité de la sous-région, vous avez constaté que les Camerounais ne sont pas très aimés dans la sous-région parce que les Camerounais représentent la superpuissance en sous-région. Si vous arrivez au Tchad, mais ce qu'il faut saluer sur les Camerounais, c'est que nous, au Cameroun, il y a quand même une sorte de liberté d'expression, on protège les droits de liberté de circulation et qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Si vous arrivez au Gabon, une véritable démocratie alors. Une véritable démocratie. Je pense que le président de la République, son excellence Paul Biya, a permis à ce que, même comme on se dit souvent que est-ce qu'on peut aimer l'étranger plus que nous-mêmes, mais c'est le seul pays que vous pouvez porter plainte. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Ce qu'il y a eu de faire, c'est de encore une réforme de notre diplomatie, parce que en zone CEMAC, on peut la libre circulation. L'intégration sur le journal. Circulation, il faut vraiment une réforme. Et aussi, il ne faudrait pas que les Camerounais qui représentent la superpuissance soient toujours en train de demander, de chercher à
allez, si vous êtes quelque part et qu'on ne vous aime pas, vous les laissez avec leur pays. Parce qu'au Cameroun, on peut tout avoir. Tout à fait. Nous ne sommes pas un pays qui marche sur les pays, comme il a dit, je ne veux pas dire petits pays, mais ce n'est pas la Guinée équatoriale, ni le Gabon, ni la Centrafrique qui va parler du Cameroun. Le Cameroun, c'est une super puissance économique en Afrique centrale. C'est vraiment, c'est la Russie et les États-Unis de l'Afrique centrale. C'est cet orgueil-là qui tue le Cameroun. Il y a un excès de suffisance. Dans n'a rien. Oui, quand vous avez au merci quelque part, mais prenez pas deux. Comme ça, on va vous aimer comment? Oui, très très bien. Prochainement, on fera ce qu'il y a lieu de faire. Il faut quand même dire pourquoi ça marche ailleurs et pourquoi ça ne marche pas au Cameroun. Mais il faut aussi dire qu'il y a les Guinéens, les Équatoriens qui sont au Cameroun. Oui, mais on ne les dérange pas. C'est même au courant d'eux. On ne les dérange pas parce que au Cameroun. Merci. Ils sont partout. Merci, monsieur Messi. Ils sont à l'aise. Vous êtes, puisque vous vous entendez aussi dans de votre communication, c'est Madame Bongono qui devait être là, mais vous êtes arrivé pour la remplacer. Que les téléspectateurs ne soient pas surpris de vous voir encore demain. Merci d'avoir accepté. Monsieur Kaljob, merci. Monsieur Benoun et bien d'autres aimés. Ce fut une bonne grande première ici. Je crois que ce sera continuel. Merci bien. Mesdames, Messieurs, nous allons remercier toute l'équipe technique, le réalisateur, la régie et tous les autres. Retrouvez l'information à 19h. Ce sera en langue anglaise. À 20h en langue française. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h pour la dernière sortie de la semaine. Et lundi, vous retrouverez Jean-Jacques Zé. D'ici là, restez scotchés. Au revoir.